Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur la chaîne de l'excellence et nous sommes contents de savoir que vous êtes nombreux à suivre nos émissions sur MN Télévision émettant depuis Wednesday, ici à Brazzaville, la capitale du Congo. Dieu merci, c'est vendredi et c'est le jour de la grande interview et nous recevons aujourd'hui le secrétaire général du RDD, M. Émile Opango. M. Émile Opango est le fils de Jacques Opango. Pour ceux qui connaissent l'histoire de ce pays, ils connaissent qui est Jacques Opango. Il est aujourd'hui venu comme invité pour parler de son parti, il va un peu nous parler de son papa aussi et de lui-même, et aussi pour savoir si le RDD a changé. Il n'y a pas si longtemps, Anaclet Tchomambe et puis Marcel Kani se sont déchirés et se sont un peu battus, peut-être pas physiquement, dans les journaux et puis même dans la presse écrite du Congo et ailleurs. Est-ce que le RDD est toujours membre de la majorité présidentielle? Quelle est leur position sur la révision de la Constitution, que tout le monde en parle, et aussi sur l'invasion angolaise du Congo? Ne quittez pas. Une fois de plus, bonsoir. Vous êtes sur MN Télévision, la chaîne de l'excellence, et il est 20h45. C'est le moment où nous commençons notre émission, la grande interview. Et comme j'ai annoncé à l'introduction, notre invité de ce soir, c'est M. Émile Opango. M. Opango, soyez les bienvenus. Merci, M. Eddie Smith. Je suis honoré de parler avec le fils d'un éminent personnalité de ce pays. Il a été, je crois, président de ce pays. Plutôt vice-président. Vice-président de ce pays, à l'indépendance de ce pays. Alors, aujourd'hui, vous ne venez pas nous parler de votre papa, ni de vous-même. Vous êtes secrétaire général de RDD. Pour ceux qui ne connaissent pas, RDD signifie quoi? Rassemblement pour la démocratie et le développement. Rassemblement pour la démocratie et le développement. Alors, elle se porte comment? Il se porte assez bien et il se portera encore mieux. Se portera encore mieux. Oui. Alors maintenant, bon, commencer. Est-ce que votre parti, Rassemblement pour la démocratie et le développement, est-ce que vous êtes un parti de gauche ou de droite? Ou vous êtes au centre? Nous ne sommes pas du centre, nous ne sommes pas de droite, nous sommes de gauche, particulièrement sociaux-démocrates. D'accord, sociaux-démocrates. Yeah. Donc vous plaignez bien avec le PCT? Ben, sur cette base idéologique, nous avons essayé de nous entendre. Mais ce qui ne veut pas dire que tout baigne dans l'huile, mais tout au moins nous devons faire l'effort de nous entendre puisqu'on se dit tous sociaux-démocrates, de nous comprendre et d'essayer de résoudre les problèmes concrets qui s'opposent aux Congolais tous les jours. Des problèmes concrets. Et maintenant, dites-nous, parce qu'avant qu'on va voir ce que vous proposez aux Congolais qui souffrent tous les jours, et merci que vous le connaissez, parce que beaucoup de gens qui sont de la majorité présidentielle pensent que le Congo c'est une Suisse, quoique il y avait un président, M. Pascal Lissouba, avait dit qu'il fera du Congo une petite Suisse, mais il a laissé le Congo à une petite Yougoslavie. Bon, on ne parlera pas de cela tout à l'heure, mais alors, votre parti, avant de penser le Congo, vous vous portez comment? Nous nous portons, je disais, assez bien. Nous allons encore mieux nous porter dans les jours à venir. Vous savez qu'on sortait d'un déchirement qui a défrayé la chronique entre deux tendances du parti. Et je crois que les choses sont relativement rentrées dans l'ordre puisque le président a nommé un nouveau secrétariat et nous essayons de travailler à donner une vision d'abord à nos militants de ce que nous voulons, où est-ce que nous voulons aller, en tenant compte du contexte général, de l'environnement qui est en train de changer et par la suite nous tentons également de nous déployer et nous allons nous déployer, mais c'est sur le court, le moyen et le long terme. Le court, le moyen et le long terme. Yeah. Mais j'ai annoncé à l'introduction qu'à un moment, vous avez défrayé la chronique Yeah. tous les journaux, presse écrite, presse audiovisuelle. Par deux, on dit souvent quand deux éléphants se battent, et puis c'est l'èbre qui souffre. Il y avait d'un côté Anaclet Tchomambe et de l'autre côté Marcel Kani, ancien ministre du Tourisme. Ils sont devenus quoi, ces deux individus? Disons que le ministre Kani, ancien secrétaire général, aurait quitté le parti. Il a dit qu'il a quitté le parti. Je crois savoir qu'il tentait de créer sa formation politique.
Mais le ministre Anaclet Toumambé est resté au sein du parti. Mais comme ils sont tous les deux comme suspendus, il est membre de certaines instances à un niveau intermédiaire. Il n'est pas au secrétariat. Pourquoi vous avez pris cette décision? Qu'est-ce qui a motivé l'instance du parti de prendre les décisions qu'ils ont prises? Le président voulait arrêter net cette bataille, je dirais, entre guillemets, de chiffonniers qui était sur la place publique. Et ma modeste personne n'a pas voulu ouvertement se mêler de ces conflits. Je reprochais la même chose que les dissidents au secrétariat du parti, mais j'avais continué à siéger au secrétariat du parti jusqu'à un moment donné où j'ai décidé de m'asseoir à la maison parce que je ne pouvais pas continuer à cautionner cet immobilisme-là. Voilà. Vous ne pouvez pas cautionner l'immobilisme. Oui. Et le président, quand on parle, le président de votre parti, c'est qui? Le président Jacques-Joachim Yombi Opango. Jacques-Joachim Yombi Opango. Avec lequel je n'ai aucun lien de parenté. Oui, c'est un peu comme Smith et oui. Dupont. Hein? Oui, c'est ça. D'accord. Voilà. Parce que dans votre région, il y a beaucoup de Opango. Oui. Mais pourquoi vous avez vite dit que vous n'avez pas aucun lien? Mais parce qu'une certaine presse, parfois, s'est amusée à faire la confusion. On a cru que c'est un peu une monarchie qui se crée. Exactement. Comme parfois en Afrique, on essaie de monter son fils sur un piédestal politique. Certains ont cru savoir que j'étais le parent du président Yombi Opango ou de la même ethnie que lui, ce qui n'est pas exact. Ah, vous n'êtes même pas de la même ethnie? Non. Ah bon? Non. C'est extraordinaire. Donc, M. Joachim Yombi Opango, il reste égal à lui-même, parce que quand il gouvernait, c'était dur. Hein? Il est assez rigoureux. Il est rigoureux. Il est même très rigoureux. Très rigoureux avec lui-même et avec ceux qui travaillent avec lui. Oui. Bon. Maintenant, quand vous nous dites que vous êtes sociodémocrate, vous êtes sociodémocrate. Oui. Le PCT aussi. Oui. Et c'est ça qui a fait que vous vous rapprochez. Entre autres, c'est ce qui a fait qu'on se rapproche. Mais vous savez, nous étions à l'opposition disons qu'au milieu des années 2000, jusqu'à la fin des années 2010 pratiquement. Et vous voyez, les positions risquaient de se radicaliser encore dans ce pays. Et le RDD a considéré qu'il était temps de jouer l'apaisement. Le RDD a basculé du côté de la majorité présidentielle, pas pour faire la politique du ventre, mais pour essayer d'apporter un plus à cette majorité présidentielle dans son travail de tous les jours. Et vous sentez que ce plus, est-ce qu'on peut la quantifier? Je ne pense pas encore, parce que disons que lorsque nous avons signé avec la majorité présidentielle, aussitôt on nous a donné un Marocain, un poste ministériel, où il y avait le ministre Kani, qui a essayé de faire quelque chose. Mais je pense que ce n'est pas qu'au niveau ministériel qu'on peut faire quelque chose, c'est au niveau aussi des partis politiques, apporter des contributions pour la résolution de certains problèmes concrets. Je prends par exemple un problème qui me touche profondément, c'est le problème de l'enseignement au Congo, du niveau scolaire au Congo, qui connaît une baisse tendancielle depuis des années. Il faut résoudre ce problème. Comment le résoudre? Il faut rehausser le niveau des enseignants, il faut créer des infrastructures, il faut améliorer les conditions des enseignants, les conditions matérielles, les conditions de travail. Et si le Congo continue à observer que le niveau de son enseignement est en train d'aller toujours vers le bas, cela veut dire que d'abord l'éducation citoyenne, les Congolais n'auront pas, la maîtrise de la science, ils n'auront pas, et ils seront parmi les derniers. Ils seront parmi les derniers. Oui. Et pendant tout le temps que vous étiez avec eux, ou que vous êtes toujours avec eux, vous avez fait des propositions en ce sens, ou vous le dites ça parce que vous êtes sur un plateau de télé? Je le dis parce que je viens d'accéder à la tête du RDD. Avant, on avait fait des propositions, mais ça n'avait pas atteint le niveau escompté parce que avec l'ensemble de la direction politique, n'avait pas encore balisé totalement son chemin pour essayer d'apporter cette contribution. Mais maintenant que je suis aux affaires avec une certaine équipe, c'est ce que nous allons faire. Plutôt que de courir vers les Marocains,
il faut quand même essayer de contribuer à améliorer, si vous voulez, le niveau de résolution des problèmes concrets des Congolais. Donc, si je vous entends bien, c'est vous qui aviez dit, hein, oui. Quand vous êtes là, vous allez faire les propositions concrètes. Oui. Votre ambition, ce n'est pas les Marocains dont avoir les sièges, être ministre ou quoi. Donc, en d'autres termes, ceux qui étaient là avant ne foutaient rien. Leur objectif, c'était seulement de chercher des postes de responsabilité. Ce n'est pas exact. Qu'est-ce que je voulais dire alors? Oui. Nous avons eu une alliance juste pendant 2 ans. Les choses n'étaient pas encore bien en place. La vision de cette alliance n'était pas encore bien mise en place. Et donc, comment vous pouviez, est-ce que vous sentez la gravité de ce que vous êtes en train de dire, monsieur Opango? Oui. Donc, vous êtes allé dans une alliance avec quelqu'un, oui. Vous n'avez même pas fait un programme, vous êtes seulement allé le voir parce que monsieur Joachim Opango s'essayait, il marchait avec le président pour faire la campagne partout au Congo, donc on les a pris, vous n'étiez même pas préparé. Donc vous voyez donc de l'autre côté que le PCTA avait le droit de mettre monsieur Martial Kani à côté. Parce qu'il n'avait rien. Parce que, oui. C'est pas exactement ça. C'est pas ma pensée. Votre pensée, c'est? Je voulais dire ceci. Que lorsque on signe une alliance, c'est sur une base, on l'a signé d'abord sur une base idéologique. Et je vous l'avais dit tantôt, qu'il y avait une certaine crispation au niveau politique au Congo entre opposition et majorité présidentielle. Là, tout le monde connaît. Dites-moi vraiment ce qui... Donc, il y a eu beaucoup de tractations pour que le RDD puisse arrimer à la majorité présidentielle. Le RDD s'est arrimé et a eu un poste ministériel. C'est une bonne chose. Mais pendant ce poste... Mais je dis que ce n'est pas que cela. Ce n'est pas que cela, oui. Mais est-ce que vous constatez aussi que ce que vous venez de me dire là, ça veut dire que Marcel Kani, je n'ai rien contre lui. Moi non plus. Comme on lui avait donné un poste ministériel, il n'était jamais préparé. On n'a jamais vu ce qu'il a fait pendant qu'il était ministre du Tourisme, c'est pourquoi on lui a éjecté. Pas exactement. Bon, quoique celui qui est aussi là, il n'y a pas de touristes qui viennent au Congo, hein, il faut qu'on le dise. Mais pendant qu'il était là, le Congo n'a jamais eu... parce que souvent ils font les fausses comptabilités, mettent les Chinois qui viennent construire des maisons ici, ça ce n'est pas des touristes. Oui. Mais pendant que Marcel Kani était là, est-ce que dans votre évaluation, vous avez vu ce qu'il a fait pour encourager le tourisme au Congo? Je pense qu'il a pris beaucoup d'initiatives et ça m'étonnerait qu'en 2 ans, ça puisse déjà porter. Parce que le Congo n'est pas encore une destination touristique. Il faut préparer les infrastructures, la politique touristique pour que ça puisse porter, mais ça prend du temps. D'accord. Donc maintenant, vous, en fait, vous venez révolutionner. Donc le président Joachim a vu que, écoute, l'ancienne équipe, comme vous avez dit vous-même, ne faisait pas un bon travail. Leur objectif, c'était d'avoir des postes ministériels. On a amené quelqu'un qui est un bosseur. Parce que vous avez un bon CV. On a amené un bosseur. Je ne ferai pas comme vous, je ne caricature pas. C'est pas caricatural, c'est ce qu'on voit. Parce que vous-même, vous aviez dit que maintenant, vous avez fait des propositions concrètes sur le plan d'éducation. Il y a un journal qu'on appelle Terra Africa qui a montré que le système d'éducation congolaise est en panne. Même que le grand paradoxe, c'est que cette année, c'est l'année dédiée à l'enseignement. Mais on passe le bac au Congo avec les 6 forts. Je sais, je réfléchis beaucoup dessus. Oui. J'ai même écrit dessus également, oui. Mais dans les années 2005, j'ai toutes les statistiques du niveau de l'enseignement depuis les années 60. Effectivement, ce que vous dites est vrai. C'est vrai. C'est vrai et tous les Congolais de l'opposition, de la majorité présidentielle doivent prendre à cœur ce problème. Bon, concrètement, maintenant, pendant que vous êtes, je sais que vous n'avez pas tout dit, sur le secteur de l'éducation, les propositions que vous faites concrètement, c'est quoi? Bon, aujourd'hui, je dirais, grosso modo, il y a d'abord le contenu des programmes. Ensuite, il y a aussi le niveau des enseignants, la formation des enseignants, leur intéressement, leurs conditions de travail. Ce n'est pas forcément de l'argent, mais les conditions de travail, peut-être une amélioration du revenu, et les infrastructures. Vous savez, désolé, j'ai un neveu qui a manqué un bac, il était au lycée Thomas Sankara. Lui, il ne m'avait pas dit qu'ils étaient 150 dans chaque classe en terminale. 150 au lycée Thomas Sankara? Oui, 150 dans chaque classe terminale. Et la moyenne pouvait être combien normalement dans un pays qui aspire à l'émergence? Dans un pays qui aspire à l'émergence, si on veut bien enseigner les enfants en classe terminale, il ne doit pas dépasser 45. Il ne doit pas dépasser 45. Mais au lycée Thomas Sankara, j'ai noté qu'il y a 150. L'année passée, ils étaient 150 en terminale. Donc, maintenant, autre question que je voulais vous poser est
Sur le chômage des jeunes, est-ce que vous avez un programme pour cela? Nous n'avons pas encore assez réfléchi, mais disons que sur le chômage des jeunes, il y a d'abord, tant bien que mal, des postes de travail qui se présentent, mais il faut faire une adéquation entre la formation et l'emploi. Parfois, les formations ne répondent pas pour ceux qui sont sur le marché du travail qui peuvent être utilisés. D'autre part, il y a une insuffisance, n'est-ce pas, du développement du secteur privé ici de manière durable. Parce que vous savez qu'en économie, c'est le secteur privé qui tire la croissance. Et ça, c'est insuffisant. Et dans le cas de l'agriculture aussi, je pense que, bon, je le dis avec des réserves, mais je pense que c'est cela. Il ne faut pas se fonder surtout sur que nos espoirs reposent sur les grands groupes internationaux qui viendront investir dans l'agriculture. Il faut mobiliser la petite production paysanne. Elle est importante. Cela élève le niveau de vie de nos paysans et cela leur permet, n'est-ce pas, de subvenir à leurs besoins ou aux besoins de leurs enfants qui doivent aller à l'école. Il ne doit pas être seulement des salariés d'un grand groupe qui pourrait se créer un jour, mais ils peuvent être leurs propres patrons en produisant et en étant encadrés par les autorités du ministère de l'Agriculture et de toutes les institutions qui sont autour de ce domaine. Et quelle est la position du RDD concernant les nouveaux villages? Est-ce que c'est une bonne chose ou ça va aussi avoir la fin comme les kibbutz en Israël? Bon, ce serait peut-être pas la position du RDD, mais ma position personnelle, elle est mitigée. Mais parce que si vous devez parler pour RDD, pas d'abord pour vous. D'accord. Bon, je dirais que ces villages, c'est un peu mitigé parce que, si vous voulez, il faut que lorsque l'on crée un village-centre, il se fonde autour de la paysannerie existante. On ne doit pas importer des gens de la ville pour aller faire l'agriculture en campagne dans un milieu qu'ils ne maîtrisent pas. Or, si le kibbutz ou le village-centre concret entraîne la paysannerie environnante, les régions environnantes, les paysans autour de là seront intéressés à produire, à maîtriser les techniques de production et à s'occuper sérieusement. Voilà. Cela intégrerait en même temps des programmes de formation pour la paysannerie. Dans d'autres termes, les nouveaux villages là sont voués à l'échec. Peut-être pas, mais ça m'a l'air d'une greffe compliquée. Une greffe compliquée. Oui. Et maintenant, vous vivez à Brazzaville. Oui. Au Congo. Oui. Quand vous regardez le problème de l'eau et de l'électricité, qu'est-ce que le RDD pense? Ben, je suis du domaine moi-même. Ah, oui. C'est intéressant. Oui, ainsi du domaine de l'électricité. Bon, disons que le problème de l'eau, le gouvernement est en train de beaucoup investir pour améliorer ce problème. Dans l'électricité aussi, on a eu beaucoup d'argent. Ça fait 15 ans que le gouvernement le fait. Oui. Mais on ne voit pas les résultats. On ne voit pas les résultats. Il y a des faiblesses de gouvernance, il faut l'avouer. Il faut faire les choses selon les règles de l'art. Il faut être efficient dans les investissements et que ça puisse porter quelque chose. Mais je pense que je suis, entre-temps, au cadre du ministère de l'Énergie, c'est ce que nous nous attelons à faire. Vous attelez à faire. Oui. Et quelle est la position du RDD sur les concessions sur le contrôle de l'énergie du Congo par une compagnie étrangère, en l'occurrence EDF? EDF n'est pas venu contrôler l'énergie du Congo. EDF a signé un contrat de service pour 4 ans pour aider la Société nationale d'électricité à améliorer ses performances. Et depuis qu'ils sont là, qu'est-ce qui se passe? Ils sont là il y a 15 jours. Ah, il fait 15 jours seulement. 15 jours. Et vous pensez que leur présence va changer des choses? Certainement, c'est une société performante. Ma modeste personne a essayé celui qui a mené les négociations. Et vous pensez qu'ils ne sont pas là? Vous êtes contre les grands groupes, non? Mais ce n'est pas une prise de participation, non. Ce n'est pas comme à SONEL, non. C'est pas ça. Non, c'est un contrat de service avec des livrables sur un temps déterminé, 3 ans, plus 6 mois. Et quelle est votre position pour ceux qui pensent que pour résoudre le problème de l'électricité qu'il n'y en a plus au Congo, passer le délestage permanent, c'est vrai ou faux? Si. Il faut privatiser. Je crois qu'ils ne connaissent pas le domaine parce que personne ne peut prendre une entreprise qui bat de l'aile comme les nôtres. Aucun privé. Le privé, il prend la boîte, au bout d'un an, il veut des résultats, des bénéfices. On n'en aura pas.
Et comme le cas de ASONEL où les actionnaires se retirent de la SONEL parce qu'ils ne voient pas le retour sur investissement. ASONEL, non, ils ont gagné assez d'argent. Il y a eu le retour sur l'investissement. Je connais bien ASONEL, je connais bien le DG, je connais tout le staff. Le problème, c'est que le groupe se retire de l'Afrique. D'accord. Leur groupe se retire un peu de l'Afrique. Ah, vous êtes très bien informé, je voulais voir si, je connais bien. Je connais bien de l'Afrique. Bon, maintenant, votre rapport avec le PCT, est-ce que c'est un rapport sain ou le PCT vous roule dans la farine comme ils font avec tous les gens qui sont arrimés avec eux? Nous pensons être sincères. Et nous pensons que nos amis aussi doivent être sincères. Bon, disons que dès qu'on a signé des accords, ils nous ont cédé un poste ministériel, ce qui n'est pas négligeable. Mais, vous savez, nous devons, comme c'est écrit dans l'accord, gouverner ensemble. Gouverner ensemble, ce n'est pas chercher seulement les postes, c'est avoir des stratégies ensemble pour la résolution des problèmes des Congolais. Moi, vous l'avez dit, je suis fils de politicien. Ce que vous faites, au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça reste, on vous juge. On vous juge. Oui, je vous comprends qu'on vous juge, oui. Mais est-ce que là, vous n'êtes pas naïve? Certainement pas. Parce qu'ils vous ont donné un poste ministériel, peut-être Marcel Kani n'était pas compétent, on l'a mis dehors, on devait quand même vous demander l'autre, de proposer un autre candidat, un autre poste ministériel. Ce n'était peut-être pas notre priorité, mais c'était au moment où les gens s'entre-déchiraient. D'accord. Et vous savez qu'il y a eu un incident à Ouando entre deux ministres qui se disputaient un poste de député. Quel était cet incident? Non, un incident, c'est-à-dire que M. Kani, député, et non, ministre, le ministre d'État Ondongo ministre, les deux étaient candidats au même poste de député. Ils s'affrontaient. Oui. Et c'est suite à cela que notre secrétaire général, je crois, a été éjecté du gouvernement. Pourquoi? Parce qu'il a osé défier M. Ondongo. Mais de part et d'autre, c'est-à-dire que je ne peux pas lui jeter totalement la pierre. De part et d'autre, pour deux partis qui ont signé un accord de gouvernance ensemble, c'était très maladroit. C'est tout ce que je peux dire. Donc là-bas, ils vous ont trompé le PCT? Ben, je ne dirais pas, mais enfin... en tant que fils de politicien, tu ne veux pas dire la vérité? Non, non, je ne dirais pas. Nous avons fait un bout de chemin, nous continuons à faire un bout de chemin. L'histoire dira si on pourra toujours continuer à faire le chemin ensemble. Non, pour le cas de Ouando, est-ce que c'est vrai que entre partenaires, donc RDD et le PCT, si vous avez un candidat dans une circonscription, le PCT ne devait pas présenter, mais le PCT a dit je m'en fous, je présente Ondongo pour voir si Kani pouvait le battre? Certainement, ça a été le raisonnement, oui. Donc c'est vrai ce que je dis, dans le PCT vous allez leur tromper. Ils n'ont pas respecté l'accord entre RDD et le PCT sur Ouando. Peut-être, mais nous non, aussi... pas peut-être. Attendez, mais nous aussi, on pouvait être tout aussi malin. Vous pouvez être malin? Oui. Comment? On ne l'a pas été. Comment? Comment pourquoi vous... Il y avait peut-être des solutions de rechange, je ne sais pas exactement. Ça veut dire que comme c'était M. Ondongo, il est ministre des Finances, le tout-puissant ministre des Finances du Congo, on ne doit pas le défier. Et pourtant, il y a un accord signé entre vous et eux. Je crois que ce que vous dites est réel, mais... Non, je dis, il ne faut pas dire que c'est ce que je dis. Qu'est-ce que vous pensez au RDD? Que entre vous et le PCT à Ouando, ils vous ont trompé. Il faut utiliser le mot qui est là. Si ce n'est pas ça, vous me dites que M. Smith vous raconte n'importe quoi et on parle d'autre chose. Ils vous ont trompé ou pas? Peut-être pas trompé, mais cette démonstration de force était malvenue. Et M. Kani a été éjecté parce que il a osé, dit comme on dit en anglais, stand your ground. Il a tenu mordicus. Maybe. Maybe. Yeah. Because he stood his ground. Il a tenu tête et on l'a mis à côté. Oui, mais de part et d'autre, c'est que, vous savez, il y a quand même certaines particularités en Afrique, la sagesse africaine. Il y a beaucoup de choses qui se révèlent pas en public. Allez même aux Nations Unies, avant quand même de voter une résolution, on s'entend d'abord dans les coulisses. Mais les Nations Unies, c'est un repère des communistes qui ne respectent rien. C'est pourquoi, par exemple, les États-Unis ne respectent pas beaucoup les Nations Unies à l'époque de George Bush. Et l'Afrique, monsieur Opango, la démocratie est universelle, il n'y a pas de démocratie africaine.
Si vous signez un rapport avec quelqu'un, respectez-le. Le PCT n'a pas respecté. Oui ou non? Je crois qu'ils ne l'ont pas respecté. Merci. Je le dirais. Oui. Bon, ça c'est honnête de votre part. Donc le PCT ne respecte pas. Même, et alors maintenant, même les préfets, rien, tout ce que le RDD propose, le PCT ne prend même pas en compte. Il y a tout cela, mais... Donc il y a donc, si j'entends bien, mécontentement que vous avez avec le PCT que vous ne vouliez pas dire. C'est vrai ou faux? Non, pas exactement. C'est-à-dire que nous nous préparons aussi. Si nous proposons des gens à des postes, ce doit être des gens compétents. Mais comme je l'ai dit que vous n'avez pas des gens compétents à proposer. Nous avons des gens compétents. Mais vous les proposez, le PCT dit vous ne représentez rien. C'est comme Staline avait demandé au Vatican, quand il veut parler, combien de chars vous avez, combien de brigades vous pouvez présenter. Donc le PCT dit, ben, ces gens-là, politiquement parlant, je ne vois pas qu'ils représentent quelque chose. Donc quand vous faites de bruit, ils s'en foutent.